Ma femme m'a invité à son gala pharmaceutique d'entreprise juste pour m'humilier. Elle a laissé son PDG la tripoter devant moi pendant que j'étais assis à l'arrière comme un meuble oublié. Elle m'a souri comme si j'étais trop stupide pour comprendre. 10 minutes plus tard, une de ses dents brillait sur la dalle de pierre près d'une fougère. Je m'appelle Laurent Moreau. J'ai 49 ans et, depuis 25 ans, je travaille comme infirmier urgentiste et cadre de permanence dans le SAMU de Lyon. Ce n'est pas un travail glamour. Pas de bureau avec vue, pas de stock option, pas d'invitation à des événements en smoking où l'on sert du champagne qui coûte plus cher que mon salaire hebdomadaire. Mais c'est un travail honnête. Celui où l'on sauve réellement des vies au lieu de simplement discuter des projections trimestrielles et de la pénétration du marché. Sophie, mon épouse, a pris un chemin différent. Elle a commencé dans la vente pharmaceutique juste après la fac. Elle a gravi les échelons rapidement, trop rapidement peut-être. À 42 ans, elle était directrice marketing chez Pharma France, gagnant un salaire qui faisait passer ma paie pour de l'argent de poche. Elle portait des tailleurs de créateurs qui coûtaient plus cher que mon crédit auto. Elle avait un téléphone qui ne cessait jamais de vibrer avec des messages importants de personnes importantes. Nous nous sommes rencontrés à l'université, à Lyon 2, en 1999. Elle était en médecine à l'époque, ou du moins, c'est ce qu'elle disait. Elle avait tout un projet de devenir pédiatre, d'aider les enfants, de faire une différence. Je suis tombé follement amoureux de cette version d'elle. La fille qui faisait du bénévolat dans des dispensaires gratuits le week-end, qui pleurait en regardant des documentaires sur les enfants démunis, qui disait vouloir fonder une famille et faire quelque chose de significatif de sa vie. Cette fille a disparu quelque part entre l'obtention de son diplôme et sa première promotion. L'invitation est arrivée il y a 3 semaines. Carton épais, lettre gaufrée, le genre de papier qui crie « argent ». Elle l'a jeté sur la table de la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner pour les enfants. Adrien, notre aîné de 21 ans, était rentré de son école d'ingénieur pour le week-end. Léa, 18 ans, était à l'étage en train de se préparer pour aller à la prépa. Théo, notre petit dernier de 15 ans, était à table en train de travailler sur un projet de robotique. Des circuits et des fils étalés sur son set de table. « Tu dois venir à ça, Laurent » dit Sophie sans me regarder. Elle était déjà habillée pour le travail. Tailleur noir, escarpins rouges qui claquaient sur le carrelage comme des coups de feu. J'ai pris l'invitation. Je l'ai lue. Sophie, tu sais bien que je déteste ce genre de choses. Ce n'est pas une option, Laurent. Sa voix avait cette pointe d'acier. Celle qui signifiait que la discussion était déjà terminée avant d'avoir commencé. Les apparences comptent. Le conseil d'administration sera là. Grégoire sera là. J'ai besoin de toi. Grégoire, elle prononçait son nom comme d'autres prononcent le nom de leur conjoint. Familier. Confortable. Trop confortable. Et les enfants, ai-je demandé, sachant que c'était inutile. Ils seront bien. Adrien peut s'occuper d'eux. Elle a attrapé son sac, a vérifié son téléphone. C'est pour une seule soirée, Laurent. Essaie de ne pas me faire honte. Et voilà, elle était partie. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Et je suis resté là, dans mon uniforme d'urgentiste, tenant une invitation pour un monde où je n'avais jamais vraiment ma place, où j'étais toujours juste le mari de Sophie, le gars qui vient. Sourit poliment et reste dans les coins pendant qu'elle travaille et rit à des blagues qui ne sont pas drôles. Adrien a levé les yeux de son café. Tu y vas? Oui, je dois y aller. J'ai dit en reposant l'invitation. Papa, dit Adrien doucement. Mon fils aîné, celui que nous avions adopté il y a 20 ans quand Sophie avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, celui qu'elle avait accepté d'accueillir parce que j'avais insisté. Parce que je voulais une famille, même si la biologie ne collaborait pas. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'elle dit. Je l'ai regardé, 21 ans et déjà plus sage que son vieux père. Je sais, fiston, mais je ne savais pas. Pas vraiment. Parce que 3 semaines plus tard, je serais dans ce salon de réception, regardant ma femme laisser les mains d'un autre homme se promener sur son corps comme si je n'étais même pas là. Et 10 minutes après, je ferais quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'arrêterai d'être le gentil. Ce qu'il y a de spécial dans le travail aux urgences, c'est qu'on apprend à repérer les schémas. Une certaine combinaison de symptômes signifie AVC.
Un rythme particulier sur le moniteur signifie arrêt cardiaque. On s'entraîne à voir ce qui arrive avant que cela n'arrive pleinement parce que les secondes comptent quand quelqu'un est en train de mourir sur notre brancard. J'aurais dû appliquer cette même compétence à mon mariage. Les signes étaient partout. Je ne voulais juste pas les diagnostiquer. Cela a commencé petit, peut-être il y a 3 ans. Les soirées de Sophie sont devenues plus tardives. Ses voyages d'affaires se sont multipliés. L'odeur de cologne qui n'était pas la mienne s'accrochait à son manteau. Quand je posais la question, elle balayait ça d'un rire. Laurent, je travaille avec des hommes toute la journée. À quoi tu t'attends? Je m'attendais à ce que ma femme ne rentre pas sentant quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a eu les appels téléphoniques. Elle sortait pour y répondre, même en hiver. Elle revenait avec les joues rouges, prétendant que c'était juste le froid. Son texto s'allumait à table pendant les films, à 2 heures du matin. Toujours le travail, toujours urgent, toujours Grégoire. Grégoire Dubois, PDG de Pharma France. 55 ans, divorcé 2 fois, vivant dans un appartement de fonction rue de la République qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 10 vies. Il avait ce look poli que les hommes riches ont. Cheveux parfaits, dents parfaites, bronzage parfait qui venait de vacances parfaites dans des endroits parfaits. Sophie parlait constamment de lui. Grégoire dit que nous devons pivoter la stratégie marketing. Grégoire pense que nous devrions nous étendre sur les marchés européens. Grégoire croit que je suis prête pour un poste de directrice exécutive. Grégoire. 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 Je l'ai rencontré une fois à un pique-nique d'entreprise il y a 2 étés. Il m'a serré la main avec la poigne d'un homme qui s'était entraîné, a souri avec des dents trop blanches pour être vrai, et a dit quelque chose sur la chance qu'il avait d'avoir Sophie dans son équipe. Elle est assez exceptionnelle. Votre femme, avait-il dit, maintenant le contact visuel une seconde de trop. Nous faisons de grandes choses ensemble. Ensemble. Ce mot est resté gravé en moi. Adrien l'avait aussi remarqué. Mon fils aîné avait toujours été observateur, calme, réfléchi, le genre de gamin qui regarde et traite avant de parler. Un soir, il y a environ 6 mois, il est venu dans le garage où je travaillais sur ma vieille Peugeot 405. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr, mon grand. » Je ne levai pas les yeux du moteur. « Pourquoi tu la laisses te traiter comme ça ?» J'ai gelé. « Comme quoi ?»« Comme si tu n'existais pas. » Sa voix était stable, mais je pouvais entendre la frustration en dessous. « Elle ne te regarde même plus. Elle parle plus de son patron qu'elle ne parle de nous. Quand a-t-elle demandé pour la dernière fois comment s'était passée ta journée? Je ne m'en souvenais plus. Le mariage est compliqué, Adrien. Non, papa. Le respect est simple. Il a quitté le garage, me laissant seul avec la vérité. Les enfants voient des choses que les adultes prétendent ne pas remarquer. Une semaine avant le gala, j'ai trouvé quelque chose que je ne cherchais pas. Je cherchais nos documents d'assurance dans le bureau de Sophie à la maison. Quand j'ai vu le dossier, des dossiers médicaux, des anciens, datant d'avant l'adoption d'Adrien, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des résultats de tests, des notes de médecins, des résumés de consultations. Je les ai lus 2 fois, puis une 3e, mes mains tremblantes. Il n'y avait rien de mal avec elle. Pas de problème de fertilité, pas de complications, aucune raison médicale. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle avait menti sur tout ça. Nous avions adopté Adrien parce que j'avais insisté pour avoir des enfants et elle avait prétendu que la biologie ne coopérait pas. Puis, mystérieusement, 2 ans plus tard, elle était tombée enceinte de Léa. Encore 3 ans plus tard, Théo est arrivé. Elle avait fabriqué une condition médicale entière pour éviter d'avoir mon enfant en premier. Pour retarder, pour contrôler. J'ai remis le dossier exactement où je l'avais trouvé. L'esprit en ébullition. Depuis combien de temps planifiais-tu des sorties, construisais-tu des voies de fuite, me gardant à distance? C'est là que j'ai su que le gala n'était pas juste un autre événement d'entreprise. C'était un message. Après avoir trouvé ces dossiers médicaux, j'ai fait ce que tout urgentiste fait face à une situation critique. J'ai fait un plan. Évaluer les dégâts. Rassembler mes ressources. Me préparer au pire scénario. Parce que c'était ça, le pire scénario.
Ma femme avait menti sur son infertilité pour éviter d'avoir mon enfant. Elle m'avait manipulé pour l'adoption, puis avait mystérieusement récupéré juste à temps pour avoir 2 autres enfants. Et maintenant, elle étalait son aventure devant moi comme si j'étais trop stupide pour remarquer. Je ne pouvais pas l'affronter. Pas encore. La confrontation sans levier n'est que du bruit. Alors j'ai commencé à tout documenter. J'ai ouvert un compte email séparé sous un nom qui n'était pas le mien. J'ai pris des photos des dossiers médicaux avec mon téléphone, des captures d'écran des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des hôtels où je n'étais jamais allé, des restaurants où je n'avais jamais mangé, tout cela les nuits où elle prétendait travailler tard. J'ai vérifié ses relevés téléphoniques, trouvé des centaines d'appels vers un seul numéro. La ligne personnelle de Grégoire Dubois, des appels qui duraient 30 minutes, 45 minutes, parfois plus d'1 heure à minuit, à 2 heures du matin le week-end quand elle disait être au gymnase. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier mais que je ne regretterai pas. J'ai installé une application de suivi sur sa Citroën C4. Une de ces choses GPS commercialisées aux parents inquiets des conducteurs adolescents. 30 € en ligne, installée en 5 minutes pendant qu'elle était à l'intérieur en train de se préparer pour le travail. En une semaine, le schéma était clair. Tous les jeudis soirs, sa voiture allait au même endroit. L'hôtel Le Royal au centre-ville, cher, le genre d'endroit qui ne pose pas de questions quand les cadres louent des chambres à l'heure. Elle se gara dans le parking souterrain, restait 2, parfois 3 heures, puis rentrait, prenait une douche immédiatement, montait dans un lit sentant le savon d'hôtel et les mensonges. Je n'ai rien dit, juste regardé, attendu, collecté des preuves comme si je montais un dossier pour le tribunal, parce que c'était exactement ce que je faisais. Adrien a remarqué un changement chez moi. Un samedi matin, il m'a trouvé dans le garage en train d'organiser des dossiers dans une boîte métallique fermée à clé. « Papa, c'est quoi tout ça, les papiers d'assurance ?» J'ai dit, juste en train de m'organiser. Il a regardé la boîte, puis moi. « Tu prépares quelque chose. » Jeune homme intelligent. Juste prudent, fiston. Ça a un rapport avec maman? J'ai croisé son regard. J'y ai vu l'espoir là-dedans. L'espoir que, peut-être enfin, son père allait cesser d'être un paillasson. Oui, ça en a un rapport. Il a hoché lentement la tête. Bien. Quoi que tu fasses, je suis de ton côté. Adrien, tu n'es pas obligé. Elle ne m'a jamais aimé, papa. Pas vraiment. Sa voix est restée stable, mais j'ai entendu la douleur en dessous. Je l'ai entendu au téléphone le mois dernier parler à quelqu'un de la façon dont m'adopter était la plus grosse erreur qu'elle ait faite. Que j'étais juste un pansement en attendant d'avoir ses vrais enfants. Mes poings se sont serrés. Elle a dit ça mot pour mot. Il a regardé à nouveau la boîte métallique. Alors oui, quoi que tu prépares, je suis avec toi. Léa et Théo aussi. Nous voyons tout ce qu'elle est. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous. Pas avec un thérapeute. Pas avec un conseiller conjugal, mais avec maître Bérénice Leclerc, l'avocate qui avait rédigé notre contrat de mariage en 2004. Bérénice est vieille école, 64 ans, aussi affûtée qu'une lame, avec la réputation de laisser les avocats de la partie adverse saigner sur le parquet du tribunal. Elle m'avait dit il y a des années d'inclure des clauses spécifiques dans le contrat de mariage. Des clauses concernant l'infidélité, l'humiliation publique, le préjudice à la réputation. Sophie avait ri d'elle. Appelle-moi paranoïaque. Elle avait signé quand même parce qu'elle ne pensait jamais qu'elle serait prise. Il est temps de voir si la prévoyance de Bérénice allait porter ses fruits. La nuit du gala annuel des prix de l'industrie pharmaceutique. Je me suis habillé avec soin. Costume noir, paloué, chemise blanche amidonnée, cravate bleu marine que Sophie m'avait achetée il y a 3 Noëls, à l'époque où elle faisait encore semblant de s'en soucier. Je me suis regardé dans le miroir, 49 ans, les cheveux grisonnants commençant à poindre aux tempes, des rides autour des yeux dus à trop de garde de nuit. J'avais l'air de ce que j'étais, un homme qui travaille se dirigeant vers une salle remplie de gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Mais je n'y allais plus pour m'intégrer. J'allais y terminer quelque chose. Sophie est sortie de la chambre dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Décolletée, fente haute, le genre de robe que l'on porte quand on essaie d'attirer l'attention. Elle était magnifique, et je n'ai ressenti absolument rien. Prêt, m'a-t-elle demandé, sans me regarder. Elle vérifiait à nouveau son téléphone.
Oui, le trajet jusqu'au centre-ville fut silencieux. Elle a envoyé des textos pendant tout le trajet. Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a pas mentionné les enfants. Elle n'a pas reconnu mon existence, sauf pour me dire où me garer. La salle de bal de l'hôtel Le Regency était exactement ce à quoi je m'attendais. Lustre en cristal, sculpture de glace, serveur en smoking portant des plateaux de champagne qui coûtaient plus cher au verre que ce que je gagnais à l'heure. Des cadres pharmaceutiques en costume à 1000 € parlant des marges bénéficiaires et des approbations de l'ANSM comme s'ils discutaient des résultats de matchs de rugby. Le badge de Sophie m'attendait à la réception. Docteur Sophie Moreau, directrice marketing, Pharma France. Le mien indiquait Laurent Moreau. Pas de titre, pas d'affiliation, juste un nom. Votre table est la numéro 12, a dit la réceptionniste à Sophie, en souriant. Puis elle m'a regardé. Vous êtes à la table 27, près du fond. Sophie n'a même pas scié. Ça va. Laurent n'y voit pas d'inconvénient. Et voilà, elle est partie, se dirigeant droit vers l'avant de la salle où attendaient les tables des cadres. Je l'ai regardé partir, je l'ai vu repérer Grégoire Dubois à la table 12, j'ai vu son visage s'illuminer, ce genre de lumière qu'elle n'avait plus jamais eu pour moi. J'ai trouvé la table 27 près de l'entrée de service, assez près pour voir la scène, assez loin pour être oublié. Le couple à côté de moi s'est présenté. Des commerciaux, des gens gentils, ils ont demandé ce que je faisais. Je suis infirmier urgentiste, j'ai dit. Oh, c'est merveilleux, a dit la femme. Tellement important, mais pas assez important pour être assis devant. Les discours ont commencé, un vice-président parlant d'innovation, d'engagement et de partenariat. De la salade de mots d'entreprise qui ne signifiait rien. Puis Grégoire Dubois s'est levé. 55 ans, cheveux parfaits, sourire parfait, tout parfait. Il a remercié l'équipe, a fait une blague sur le fait de travailler tard avec des gens dévoués. Ses yeux ont trouvé Sophie quand il a dit ça. Elle lui a souri en retour. Puis je l'ai vu, sa main bougeant lentement sous la table, atterrissant sur sa cuisse. Sa robe rouge remontait légèrement alors qu'elle se décalait pour lui donner un meilleur accès. Elle ne l'a pas repoussé, n'a pas tressailli, n'a même pas eu l'air mal à l'aise. Elle avait l'air ravie. Ma mâchoire s'est serrée. Mes mains ont agrippé le bord de la table. Le couple à côté de moi continuait de parler, mais je ne les entendais plus. Je regardais juste ma femme laisser un autre homme la toucher dans une pièce pleine de monde. Je la regardais me sourire à travers la distance comme si c'était exactement ce qu'elle voulait que je voie. 10 minutes, ai-je pensé. Juste 10 minutes de plus. Grégoire Dubois s'est excusé de la table des cadres exactement 8 minutes après que sa main ait disparu sous la robe de ma femme. J'avais compté, regardé, attendu que le schéma se répète, car les hommes comme lui sont des créatures d'habitude. Il a redressé sa cravate, dit quelque chose à Sophie qui l'a fait rire, et s'est dirigé vers la sortie latérale qui menait au patio, le fumoir où les cadres allaient conclure des affaires et raconter des blagues qu'ils ne pouvaient pas dire devant les actionnaires. Je me suis levé. Le couple à ma table a à peine remarqué. Ils étaient en pleine conversation sur les projections trimestrielles ou une autre chose sans importance. J'ai traversé calmement la salle de bal, devant des tables de gens buvant du vin coûteux et prétendant que leur vie avait un sens. Devant les serveurs portant des plateaux de dessert que personne ne mangerait. Devant le bureau d'enregistrement où mon badge m'avait identifié comme personne d'important. Le patio était à peine éclairé. Juste quelques appliques murales projetant une lumière ambrée sur des dalles de pierre et des plantes en pot qui avaient l'air chères mais artificielles. Grégoire se tenait près de la balustrade du fond allumant un habano, probablement le genre qu'on ne peut pas acheter légalement mais que les hommes comme lui ont toujours des contacts pour. Il a entendu mes pas, s'est retourné, m'a vu approcher dans mon costume prêt-à-porter avec mes mains d'homme qui travaille et mes épaules d'urgentiste. Oh, a-t-il dit en souriant comme si nous étions de vieux amis. Laurent, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu fumais. Je ne fume pas. Je me suis arrêté à 1 mètre, assez près pour voir la satisfaction suffisante dans ses yeux. Le genre de regard que les hommes ont quand ils pensent avoir gagné quelque chose. Son sourire s'est élargi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas t'excuser. Le sourire a vacillé juste une seconde. Excuse-toi d'avoir mis tes mains sur ma femme devant moi, devant tout le monde. Ma voix est restée égale, calme,
comme lorsque je désamorce quelqu'un au bord d'un toit ou que j'annonce à une famille que leur proche n'a pas survécu. Tu vas t'excuser. Il a ri. Un vrai rire. Un de ces sons courts et dédaigneux que font les hommes riches quand les hommes pauvres les défient. Écoute, Laurent, je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. J'ai vu ta main sur ma femme à la table 12 pendant qu'elle me souriait comme si j'étais trop stupide pour le remarquer. J'ai vu ta main sur sa cuisse. Je l'ai vu te laisser faire. Il a pris une bouffée de son cigare, a expiré lentement. Ta femme et moi avons une relation professionnelle. Une relation professionnelle étroite. Nous travaillons bien ensemble. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il s'est appuyé contre la balustrade. Décontracté, à l'aise, comme si cette conversation était déjà terminée. Et franchement, si tu as des préoccupations concernant ton mariage, peut-être devrais-tu les adresser à Sophie. Pas à moi. Je ne suis que son patron. Juste son patron. Les mots sont restés suspendus entre nous comme de la fumée. Alors, tu ne vas pas t'excuser pourquoi. Il a écarté les mains. Pour être un homme qui réussit, pour reconnaître le talent, pour donner à ta femme des opportunités que tu n'aurais jamais pu lui donner. Il m'a pointé du doigt avec son cigare. Soyons honnêtes, Laurent, toi et Sophie, vous n'êtes plus vraiment dans la même catégorie. Elle va quelque part, dans de grands endroits, et toi, eh bien, tu es infirmier urgentiste. Il a dit ça comme si infirmier urgentiste était un autre mot pour échec. Elle mérite quelqu'un qui peut la suivre, Grégoire a continué. Quelqu'un à son niveau. Quelqu'un qui comprend l'ambition, le pouvoir et ce qu'il faut pour gagner. Il a souri à nouveau. Quelqu'un comme moi. Je n'ai rien dit, juste regardé. Vraiment regardé. 55 ans, 2 divorces, un historique d'aventure avec des employés que ses avocats ont payés pour faire taire. Un homme qui pensait que l'argent et la position le rendaient intouchable. Tu as fini, ai-je demandé doucement. Oui, j'ai fini. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je l'ai frappé une fois. Net, direct, droit sur la mâchoire. Pas un coup de poing sauvage, pas une explosion émotionnelle, juste un seul coup de poing précis délivré avec 25 ans de levage de patience et d'équipement et de travail en double garde qui avait maintenu mon corps fort. Sa tête a claqué sur le côté. Le cigare lui a échappé de la main dans un arc tournoyant de braise rouge. Ses genoux ont fléchi. Il est tombé lourdement, le dos cognant contre la dalle de pierre avec un son comme un tapis que l'on bat. Une dent a glissé sur le patio, une de ses dents de devant. Elle a attrapé la lumière ambrée, brillant blanche sur la pierre sombre avant de rouler pour s'arrêter près d'une fougère en pot. Il est resté là, étourdi, bouche ouverte, le sang commençant à s'accumuler là où la dent se trouvait. Son sourire parfait soudainement très imparfait. Je me suis tenu au-dessus de lui, j'ai ajusté mes manchettes, j'ai regardé l'homme qui pensait pouvoir prendre ma femme parce qu'il avait plus d'argent dans un bureau avec vue. Ça, c'est pour l'avoir touché, j'ai dit, et pour avoir pensé que je ne ferais rien. Puis je suis retourné à l'intérieur, le laissant saigner sur le patio avec son habano cubain, fumant sur la dalle de pierre et ça dans lui tenant compagnie. Je suis retourné dans la salle de bal comme si de rien n'était. J'ai redressé ma cravate, pris un verre d'eau à un serveur qui passait. Je suis retourné à la table 27 où le couple à côté de moi discutait toujours des parts de marché et des marges bénéficiaires. Tout va bien, a demandé la femme. Tu as été parti un moment. J'avais juste besoin d'air, j'ai dit. 5 minutes plus tard, le murmure a commencé bas d'abord, puis s'est propagé, les gens chuchotant, regardant vers l'entrée du patio. Un serveur est passé en courant, se dirigeant rapidement vers la zone de service. Puis Grégoire Dubois est apparu. Il marchait lentement. Une main pressée sur sa bouche. Le sang filtrait entre ses doigts. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son costume cher avait de la terre sur les épaules. Mais ce qui a retenu l'attention de tous, c'était son sourire, ou plutôt le trou où son sourire était censé être. La salle de bal est devenue silencieuse. Ce genre de silence spécial qui se produit quand quelque chose de scandaleux se produit et que personne ne sait encore comment réagir. Grégoire a réussi à atteindre la table des cadres avant que la sécurité de l'hôtel ne l'intercepte. 2 hommes en costume sombre, oreillettes, le genre de sécurité que les riches paient. Ils l'ont encerclé, parlant à voix basse et urgente. Sophie s'est levée de la table 12.
Son visage était devenu pâle. Elle a regardé autour d'elle, scrutant la salle. Ses yeux ont trouvé les miens à la table 27. J'ai levé mon verre d'eau, j'ai souri juste un peu. Son expression est passée de la confusion à l'horreur, puis à autre chose. La reconnaissance, la compréhension. La réalisation que son mari calme, fiable et oubliable venait de faire quelque chose d'inoubliable. La sécurité a escorté Grégoire vers la sortie de service. Il discutait avec eux, essayant d'expliquer, mais ses mots sortaient pâteux et humides à cause de la dent manquante et du sang. Sophie a attrapé son sac et les a suivis. La salle de bal a éclaté de chuchotements. Des téléphones sont sortis. Les gens ont commencé à envoyer des textos, à prendre des photos. Le genre de moment qui se propage dans les cercles d'entreprise comme un feu de forêt. J'ai fini mon eau, je me suis levé, j'ai marché calmement vers la sortie. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a posé de questions. J'étais juste le mari de Sophie Moreau, l'urgentiste, le gars qui n'avait pas d'importance. Sauf que maintenant, j'en avais. J'ai conduit à la maison en silence. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, juste le bruit des pneus sur le bitume et l'écho de la tête de Grégoire cognant contre la dalle de pierre. Quand je suis arrivé à la maison, les enfants étaient encore éveillés. Adrien était dans le salon avec Léa et Théo en train de regarder un film. Papa. Adrien s'est levé et je suis entré. Tu es rentré tôt. Où est maman? Toujours au gala, j'ai dit. Il m'a regardé. Vraiment regardé, il a vu quelque chose sur mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien qui n'aurait pas dû se passer. Léa s'est détournée de la télé. Est-ce que tout va bien? Oui, ma chérie. Tout va bien. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Vous devriez bientôt aller vous coucher. École demain. Théo a levé les yeux de son projet de robotique. Papa, tes jointures saignent. J'ai jeté un coup d'œil. Il avait raison. De petites coupures sur 2 jointures. Rien de grave, juste des preuves. Frotte-les sur quelque chose, ai-je dit. Je vais les nettoyer. Adrien m'a suivi dans la cuisine, m'a regardé passer mes mains sous l'eau froide. Tu l'as frappé, dit Adrien. Pas une question, une affirmation. Oui, c'est bien. Il s'est appuyé contre le comptoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je sèche mes mains. Maintenant, on attend. Sophie va rentrer. Elle sera en colère. Elle fera des menaces. Et demain, je demande le divorce. La clause 12B du contrat de mariage, préjudice à la réputation publique par infidélité ou inconduite professionnelle. J'ai regardé mon fils. Elle l'a signé il y a 20 ans. Elle n'a jamais pensé que ça compterait. Adrien a souri. Un vrai sourire. Elle va tout perdre. Elle a déjà tout perdu. Elle ne le sait juste pas encore. Sophie est rentrée à 2h30 du matin. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée. J'ai entendu ses talons claquer sur l'allée. J'ai entendu la porte s'ouvrir avec ce grincement familier que je n'avais jamais réparé parce qu'elle avait cessé de demander. J'étais assis dans le salon. Lumières éteintes, juste en attendant. Elle m'a vu dans le noir. Elle s'est arrêtée. Sa silhouette encadrée par la lumière du couloir derrière elle. Laurent, sa voix était tendue, contrôlée, la voix qu'elle utilisait dans les salles de conseil quand quelqu'un la contestait. Nous devons parler. Oui, nous le devons. Elle a laissé tomber son sac sur la console d'entrée, est entrée dans le salon, mais ne s'est pas assise. Elle est restée debout là dans sa robe rouge, les bras croisés. Ce que tu as fait ce soir était inacceptable. Agression devant témoin. Grégoire parle de porter plainte. Qu'il porte plainte. Qu'il porte plainte. Elle a ri. Aigre. Amère. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? À ma carrière? À ma réputation? Ta réputation? Je me suis penché en avant. Celle où tu laisses ton patron marié mettre ses mains sur toi en public? Cette réputation? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, Sophie. J'étais là. J'ai vu sa main passer sous ta robe. Je t'ai vu me sourire pendant que ça se passait. Ma voix est restée égale.
Tu voulais que je le voie. C'était le but de m'inviter. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée pour une fois. Elle n'avait pas de réponse corporative prête. Combien de temps, ai-je demandé. Laurent, combien de temps couchez-vous avec Grégoire Dubois? Silence. Puis, 6 mois. 6 mois. Un semestre de mensonges, de soirées tardives, de chambres d'hôtel et de réunions du jeudi qui n'étaient pas des réunions du tout. Et avant lui, son visage a changé. Quoi? Avant Grégoire. Y en avait-il d'autres? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le regard dans ses yeux m'a tout dit. Pars, ai-je dit calmement. C'est aussi ma maison. En fait, ce n'est plus le cas. Je me suis levé, et sorti une enveloppe de la poche de ma veste, celle que Bérénice avait préparée il y a des années. Tu te souviens de ça? Notre contrat de mariage. Page 4, clause 12b. Je la lui ai tendue. Elle l'a prise. L'a lue sous la lumière tamisée. Tout acte public entraînant un préjudice à la réputation par infidélité ou inconduite professionnelle annule toutes les prétentions financières du conjoint. Elle a levé les yeux. Tu ne peux pas appliquer ça. Je l'applique déjà. Bérénice Leclerc a déposé les papiers cet après-midi, avant le gala. Le visage de Sophie est devenu pâle. Tu as planifié ça? Non, tu as planifié ça. J'ai juste fait en sorte d'être prêt. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. Tu as jusqu'à lundi pour déménager. Après ça, les serrures changent. Les enfants restent avec moi. Adrien a déjà 21 ans. Il peut témoigner et il le fera. Je l'ai regardé. Vraiment regarder la femme que j'avais épousée il y a 20 ans. La femme qui avait menti sur son infertilité, qui avait utilisé notre fils adoptif comme pansement, qui avait détruit notre famille pour un bureau avec vue et un homme aux dents parfaites et sans morale. Léa et Théo, devine qui ils choisiront de vouloir. Elle est restée là. Robe rouge, maquillage parfait, cheveux parfaits, parfaitement seule. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai fait un geste vers la porte ouverte. Pars. Elle a attrapé son sac, est passée devant moi sans un mot, a pris sa voiture, est partie. J'ai fermé la porte, les verrouillé, je suis resté là dans la maison sombre qui semblait soudainement plus grande, plus vide, plus propre. Adrien est descendu. Elle est partie. Oui. Il s'est approché, a posé une main sur mon épaule. Ça va, papa? Oui, fiston. Je vais bien. Le lundi matin est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. Première fois en 3 ans. J'ai passé la matinée au bureau de Maître Leclerc à la place. Signer des documents qui allaient mettre fin à mon mariage et assurer mon avenir. Vous êtes sûr de ça? A demandé Bérénice, son stylo planant au-dessus du dépôt des papiers. Une fois que je soumets ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis sûr, elle a hoché la tête. Signé, tamponné. Fini. Sophie va se battre. Bérénice a dit qu'elle prétendrait que le contrat de mariage était invalide. Que je l'avais forcé. Que la clause n'était pas applicable. Peut-elle gagner? Pas avec ce que vous avez. Bérénice a tapoté le dossier sur son bureau, épais de preuves, dossier GPS, reçu d'hôtel, relevé de carte de crédit, photo. Mais elle essaiera, et ça va devenir moche. C'est déjà moche. Mon téléphone a vibré. Message d'Adrien. Papa, tu dois voir ça. J'ai ouvert le lien qu'il avait envoyé. Un site d'actualité locale. Le titre m'a serré l'estomac. Cadre pharmaceutique agressé lors d'un gala d'entreprise. Il y avait une photo. Floue. L'appareil photo du téléphone de quelqu'un. Grégoire Dubois escorté par la sécurité, une main couvrant sa bouche ensanglantée et, juste visible en arrière-plan, Sophie le suivant, son visage clair, son expression paniquée. L'article ne me nommait pas, disait juste qu'une altercation avait eu lieu et que la police enquêtait. Il passe à l'information publique, j'ai dit. Bérénice a regardé l'article, a souri. Bien, bien, Laurent. C'est exactement ce dont nous avons besoin.
Documentation publique, couverture médiatique, preuve de l'affaire liée à un incident violent. Elle a ouvert quelque chose sur son ordinateur et, regardez ça. Quelqu'un a posté une vidéo. Elle a tourné l'écran. Un clip vidéo court des réseaux sociaux, 10 secondes. Grégoire et Sophie à la table des cadres. Sa main clairement visible glissant sous la table vers elle. Elle riant, se penchant plus près. Les commentaires étaient brutaux. Des centaines. Des gens dénonçant le comportement inapproprié, remettant en question l'éthique de l'entreprise, exigeant des enquêtes. Ça devient viral, a dit Bérénice. D'ici cet après-midi, Pharma France sera en mode crise. Leur PDG pris en flagrant délit de ce qui ressemble à du harcèlement au travail. Votre femme facilitant cela. L'optique est terrible. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Monsieur Moreau. Une voix de femme. Professionnelle. Ici la commandante Sarah Lecomte de la police judiciaire de Lyon. J'ai besoin de vous parler à propos d'un incident samedi soir. Les voilà. Je suis disponible. Pouvez-vous venir au commissariat cet après-midi? À 14 h. J'y serai. J'ai raccroché. J'ai regardé Bérénice. La police veut parler. C'est prévu. Ne dis rien sans moi. Elle a commencé à rassembler des dossiers. Je viens avec vous. À 13h30, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un appel d'un numéro que je reconnaissais. La ligne principale de Pharma France. J'ai décroché. Bonjour, Monsieur Moreau. Ici Robert Garnier des ressources humaines de Pharma France. Voix suave, pratiquée. Nous aimerions discuter de l'incident de samedi. Êtes-vous disponible pour une réunion? J'ai un avocat. Faites passer tout par elle. Monsieur Moreau, nous ne cherchons pas à causer de problème. Nous voulons simplement résoudre cela discrètement. Discrètement? Comme le PDG qui tripotait tranquillement ma femme lors de votre événement d'entreprise. Silence de l'autre côté. Parlez à mon avocate, Bérénice Leclerc. Vous pouvez trouver son numéro en ligne. J'ai raccroché. Bérénice souriait. Ils ont peur. Bien. Qu'ils aient peur. Au commissariat, la commandante Lecomte était exactement ce à quoi je m'attendais. Quarantaine, yeux perçants, 15 ans à gérer des menteurs et des gens qui disent la vérité. Elle nous a conduits à une salle d'interrogatoire. Mur en béton, table en métal, équipement d'enregistrement. Monsieur Moreau, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé samedi soir à l'hôtel Le Régency? J'ai regardé Bérénice. Elle a hoché la tête. J'ai confronté Grégoire Dubois à propos de son comportement inapproprié avec ma femme. Il a refusé de s'excuser. Je l'ai frappé une fois, puis je suis parti. Des témoins disent que vous l'avez frappé sans provocation. Provocation? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la vidéo virale. Ça, c'est de la provocation. C'est ma femme. C'est son patron. C'est du harcèlement capturé sur vidéo lors d'un événement d'entreprise. La commandante Lecomte a regardé la vidéo. Son expression n'a pas changé. Cela ne justifie pas l'agression. Non, j'ai dit, mais cela l'explique. Elle m'a étudié. Monsieur Dubois souhaite porter plainte, alors qu'il porte plainte. Je ne m'enfuis pas. Je ne me cache pas. Je me suis penché. Mais avant de le faire, vous voudrez peut-être vous renseigner sur le passé de Monsieur Dubois. 2 divorces, de multiples aventures avec des employés, des règlements versés pour faire taire des femmes. J'ai de la documentation si vous en avez besoin. Bérénice a fait glisser un dossier sur la table. Un schéma de comportement. Tout est dans le domaine public. La commandante Lecomte a ouvert le dossier. Lecomte? Sa mâchoire s'est contractée. Je vous recontacterai, a-t-elle dit finalement. Nous avons quitté le commissariat. Bérénice avait l'air ravie. Ils ne vous porteront pas plainte. Trop de complications. Trop de mauvaise publicité pour Dubois. Et Sophie? Bérénice a souri. Elle vient de devenir inemployable dans les cercles pharmaceutiques. Et nous n'avons même pas encore commencé la procédure de divorce.
Mon téléphone a sonné. Message de Léa. Papa. Maman est en train de pleurer dans sa voiture devant la maison. Elle ne veut pas partir. J'ai soupiré. Ce n'est pas fini. Non. Bérénice était d'accord. Mais vous êtes en train de gagner. L'audience de divorce a eu lieu 8 semaines après le gala. 8 semaines pendant lesquelles Sophie a tout essayé, contestant le contrat de mariage, prétendant y avoir été forcée, engageant un avocat qui facturait 300 € de l'heure pour perdre. Bérénice l'a anéanti en 12 minutes. La salle d'audience était petite. Tribunal de la famille. Juge Patricia Lambert présidait. 60 ans. 20 ans sur le banc. Aucune patience pour les jeux. Sophie était assise à la table des plaignants dans un tailleur bleu marine conservateur, essayant d'avoir l'air compatissante. Mauvaise idée. La victime d'un mari violent qui avait agressé son patron. Bérénice s'est levée. Votre honneur, je souhaite présenter la pièce A, un enregistrement vidéo du gala annuel de l'industrie pharmaceutique daté d'il y a 8 semaines. Le greffier a installé l'écran. La vidéo a été diffusée, parfaitement claire. La main de Grégoire Dubois. Le rire de Sophie. Le moment intime. L'absence de résistance. L'avocat de Sophie a objecté. C'est sans rapport. Rejeté, a dit la juge Lambert. Continuez. Bérénice a passé plus d'éléments. Capture d'écran de messages entre Sophie et Grégoire. Des centaines. Certains explicites, d'autres juste accablants. Reçu d'hôtel. Journaux de bord GPS de sa voiture. Un schéma s'étalant sur 6 mois. Votre honneur, Madame Moreau a eu une liaison extra-conjugale soutenue avec son superviseur direct. Elle l'a fait lors d'événements publics. Elle l'a fait de manière à porter un préjudice direct à la réputation de mon client, comme spécifié dans la clause 12B de leur contrat de mariage signé en 2004. L'avocat de Sophie a essayé à nouveau. Le contrat de mariage a été signé sous la contrainte. Était-ce le cas? Bérénice a sorti un autre document. Ceci est l'email que Madame Moreau a envoyé à son avocat en 2004 après avoir examiné le contrat de mariage. Citation, les clauses sont équitables. Laurent est juste prudent. Je le signe volontairement. Signé, daté, notarié. La juge Lambert a lu le document, a regardé Sophie. Est-ce votre signature? La voix de Sophie était petite. Oui. Alors le contrat de mariage est maintenu. La juge Lambert s'est tournée vers Bérénice. Que demandez-vous? L'application complète de la clause 12B. Tous les biens matrimoniaux à mon client. La garde principale des 2 enfants mineurs. Madame Moreau ne conservera que les biens qu'elle a apportés au mariage et son véhicule personnel. Votre honneur, c'est excessif. L'avocat de Sophie a commencé. Est-ce le cas? La juge Lambert a regardé Sophie. Madame Moreau, vous avez agi d'une manière qui viole à la fois vos vœux de mariage et votre contrat de mariage. L'accord est valide et exécutoire. Elle m'a accordé la garde complète. La maison, les économies, les voitures, tout ce que nous avions construit ensemble. Sophie a eu ses vêtements, ses bijoux, sa BMW, et rien d'autre. Elle s'est levée, des larmes coulant sur son visage. Laurent, Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché dehors avec Bérénice et Adrien. Devant le palais de justice, Adrien m'a serré dans ses bras. C'est fini, papa. Oui, fiston. C'est fini. 11 mois après le gala, la vie était différente. Grégoire Dubois n'était plus PDG de Pharma France. Le conseil l'a forcé à partir 3 semaines après la viralité de la vidéo. Ils lui ont donné un plan de départ et un accord de non-divulgation. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il faisait du conseil pour une start-up en Californie. Divorce pour la 3e fois. Sophie a trouvé un travail dans le Nord, un poste de niveau intermédiaire dans une compagnie de médicaments génériques. Pas de bureau avec vue, pas de titre de cadre, juste un emploi. Elle appelait les enfants 1 fois par mois. Ils répondaient rarement. Adrien a obtenu son diplôme de Lyon 2 avec mention. Il a été accepté à l'école de droit à Stanford. Il m'a dit qu'il voulait se spécialiser en droit de la famille, aider des gens comme nous. Léa postule aux universités.
19 ans maintenant, forte, indépendante. Elle s'était rapprochée de moi au cours de l'année écoulée. Elle a dit qu'elle comprenait enfin à quoi ressemblait le vrai amour. Théo construisait des robots dans le garage. 16 ans maintenant, parlant déjà de programmes d'ingénierie. Il demandait encore parfois après sa mère. Je lui ai dit la vérité, parfois les gens choisissent leur carrière plutôt que leur famille. C'était sa perte, pas la sienne. Je suis retourné travailler comme infirmier urgentiste, mes gardes, ma patience, mon objectif. C'était bon de sauver des vies à nouveau au lieu de mener des batailles juridiques. Un samedi matin, j'étais dans le garage en train de travailler sur ma Peugeot quand Léa est sortie. « Papa, quelqu'un est là pour te voir. » J'ai essuyé mes mains. Je suis allé à la porte d'entrée. Une femme se tenait sur le porche. Quarantaine, cheveux bruns, yeux gentils. Elle portait une blouse d'hôpital. « Laurent Moreau ? » C'est moi. Je m'appelle Lisa Bernard. Je travaille aux urgences à l'hôpital Édouard Herriot. Nous nous sommes croisés plusieurs fois lors d'interventions. Je me suis souvenu d'elle. Infirmière en traumatologie, compétente, calme sous la pression. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ton divorce. Avec le gala. Elle a souri légèrement. Tout le monde à l'hôpital en a parlé. Certaines personnes pensent que tu es fou, mais la plupart d'entre nous pensent que tu es courageux. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est ce qui rend cela courageux. Elle m'a tendu une carte. Plusieurs d'entre nous des urgences font une course caritative le mois prochain. Collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. J'ai pensé que peut-être tu voudrais te joindre à nous. Amène tes enfants. J'ai regardé la carte, puis elle. Oui, j'ai dit. J'aimerais bien. Elle a souri. Vraiment souri. Bien. Je te vois là-bas. Après son départ, Adrien est sorti. Papa, c'était l'infirmière qui te faisait les yeux doux? Peut-être. Bien. Tu mérites quelqu'un de correct. J'ai regardé mon fils, 21 ans, plus sage que je ne l'avais été à 30 ans. Merci, Adrien. Ce soir-là, les 3 enfants et moi nous sommes assis pour dîner. Lasagne maison, le plat préféré de Théo. Nous avons parlé de l'école, des candidatures à l'université, des compétitions de robots, des choses normales. Après le dîner, Léa a sorti un album photo. Notre famille avant que tout ne s'effondre. On garde ces photos, a-t-elle demandé. Celle avec maman. J'ai regardé les photos. Sophie souriante. Plus jeune, différente avant que l'ambition ne dévore tout le reste. Gardez-les, ai-je dit. Pas pour elle. Pour vous. Pour que vous vous souveniez d'où vous venez. Théo a levé les yeux. Papa, tu es heureux maintenant? Question honnête. Méritez une réponse honnête. Oui, mon grand. Je le suis. Et je l'étais. Mon mariage était terminé. Mon ex-femme avait choisi le statut plutôt que la famille. J'avais perdu des années à essayer de réparer quelque chose qui était cassé depuis le début.